Le monstre que craignons le plus n'est pas le diable. C'est le voisin aimable, le collègue souriant, le bon étudiant. C'est l'homme ordinaire. Lucifer était l'ange le plus brillant avant sa chute. Effet Lucifer n'est pas l'histoire de comment les mauvaises personnes font de mauvaises choses. C'est une histoire, bien plus effrayante, de comment les bonnes personnes sont séduites, pressurisées et transformées pour les commettre. Ce n'est pas une histoire sur eux, c'est un avertissement sur nous. Pour comprendre cette transformation, nous devons abandonner le mensonge confortable selon lequel le mal est une qualité innée. L'idée que le monde est divisé entre pommes pourries et bonnes pommes est un conte de fées que nous nous racontons pour pouvoir dormir la nuit. Cela nous permet de tracer une ligne claire dans le sable entre nous et le monstre. La psychologie sombre efface cette ligne. Il propose une vérité beaucoup plus effrayante. Que le mal n'est pas dans la pomme, mais dans le tonneau. Que la méchanceté est, dans la plupart des cas, une création situationnelle. C'est le résultat d'un système, d'un rôle, d'un ordre. C'est un champignon qui pousse dans l'obscurité de l'obéissance, de l'anonymat et du pouvoir. Et pour comprendre l'architecture de ce tonneau pourri, nous devons voyager au sous-sol de l'université de Stanford à l'été 1971. Le psychologue Philip Zimbardo voulait réaliser une simple étude sur la psychologie de la vie en prison. Il a publié une annonce dans le journal local. Cherche volontaire masculin pour une étude psychologique de la vie en prison. 15 $ par jour. Plus de 70 personnes ont répondu. Zimbardo et son équipe leur ont fait passer des tests de personnalité et ont sélectionné les 24 plus normaux. Ils étaient l'incarnation du bon, étudiant universitaire pacifique, intelligent, de classe moyenne, sans antécédents criminels ni problèmes psychologiques. En essence, ce étaient de bonnes pommes, sélectionnées pour leur santé mentale. Et alors, la construction du baril a commencé. Le sous-sol du département de psychologie a été transformé en une prison simulée. Zimbardo a lancé une pièce en l'air. La moitié des étudiants a été assignée au hasard comme prisonniers, l'autre moitié comme gardiens. Dimanche matin, la police réelle de Palo Alto, dans le cadre de l'expérience, a fait irruption dans les maisons des prisonniers, les a arrêtés pour vol à main armée, les a fichés, leur a pris les empreintes digitales et les a conduits au sous-sol. Ici, la transformation a commencé. La première arme de l'effet Lucifer, la désindividuation. On a enlevé leurs vêtements aux prisonniers. On leur a pulvérisé un désinfectant, puis on leur a obligé à porter une blouse grossière, sans sous-vêtements. On leur a mis une chaîne légère à la cheville, un rappel constant de leur enfermement. Et ce qui est le plus important, on leur a couvert la tête avec un bonnet en média, simulant une tête rasée. Mais le coup de maître de la désindividuation a été la suppression de leur nom. Ils n'étaient plus John ou David. Ils étaient prisonniers 819 ou prisonniers 416. Leurs identités, leur individualité avaient été effacées. Les gardiens ont reçu un uniforme différent, mais tout aussi puissant. Des costumes de couleur kaki, un sifflet au cou et une matraque en bois, symbole de pouvoir. Mais l'élément le plus crucial était les lunettes de soleil miroir. Ce n'était pas un détail de mode. C'était une arme psychologique. Les lunettes empêchaient tout contact visuel. Elles transformaient le garde en une entité anonyme et impénétrable. Il était plus facile d'être cruel quand on ne pouvait pas voir les yeux de l'homme que l'on torturait, et lui ne pouvait pas voir les siens. L'expérience devait durer 2 semaines. Elle a dégénéré en quelques heures. Le 2e jour, les prisonniers ont tenté une rébellion. Ils se sont barricadés dans leurs cellules, ont enlevé leurs chapeaux et arraché leurs numéros. La réponse des gardes a été rapide, brutale et surtout créative. On ne leur a pas dit quoi faire. Ils ont improvisé. Ils ont vidé des extincteurs sur les prisonniers. Ils ont fait irruption dans les cellules, ont déshabillé les prisonniers, leur ont enlevé les lits et ont mis les meneurs en isolement. Un petit placard sombre et minuscule qu'ils ont appelé le trou. C'est ici que le système a pris le dessus sur eux. Les gardes, ces étudiants pacifistes, ont commencé à profiter de leur pouvoir. L'un d'eux, un étudiant nommé Dave Eshelman, a adopté le personnage de John Wayne, un garde de prison sadique d'un film. Ce n'était pas lui. Il jouait un rôle. Et ce rôle lui a permis d'être un monstre. Il se réveillait en pleine nuit pour faire sonner sa sirène et obliger les prisonniers à faire des pompes.
parfois avec lui debout sur leur dos. Il a créé des formes de torture psychologique. Il a forcé les prisonniers à nettoyer les toilettes à main nue. Il les a obligés à chanter des chansons stupides. Il en a fait ses jouets. Et les prisonniers ont craqué. Ils ont accepté leur rôle de victime. Ils sont devenus serviles, déprimés. Le prisonnier 8612 a subi un effondrement mental aigu en moins de 36 heures, criant de rage et de terreur. Il a dû être libéré. Mais la partie la plus sombre de l'effet Lucifer n'a pas été ce qui est arrivé aux étudiants. C'est ce qui est arrivé aux créateurs. Philippe Zimbardo ne regardait pas l'expérience derrière une vitre. Il s'est assigné le rôle de surveillant de la prison. Et ce rôle l'a absorbé. Lorsque les parents des prisonniers ont appelé, inquiets, Zimbardo les a traités avec hostilité. Lorsque ses collègues ont remis en question l'éthique, il les a vus comme une menace pour sa prison. Il était devenu une partie du système. Il s'était corrompu par son propre pouvoir. Le baril avait consommé son créateur. L'expérience, prévue pour 14 jours, a dû être interrompue brutalement après seulement 6. Stanford nous a enseigné une leçon effrayante. Il n'est pas nécessaire d'être une personne malveillante pour faire le mal. Il suffit d'un rôle qui vous donne la permission, d'un uniforme qui cache votre visage et d'un système qui approuve votre cruauté. Mais que se passe-t-il si vous n'avez même pas un rôle de pouvoir? Que se passe-t-il si votre seul rôle est celui de suiveur? Avant que Zimbardo ne construise sa prison dans un sous-sol, un autre psychologue, à Yale, avait exploré la racine de la chute de Lucifer, l'obéissance. Stanley Milgram était obsédé par l'Holocauste. Comme beaucoup, il ne pouvait pas comprendre comment une nation civilisée, la nation de Beethoven et Goethe, pouvait participer à un génocide industrialisé. Et il a trouvé la réponse la plus courante et la plus glaçante de toutes, celle qui a été entendue encore et encore lors des procès de Nuremberg. Je ne faisais que suivre les ordres. Milgram a décidé de mettre cette excuse à l'épreuve. L'expérience était une tromperie magistrale. Des volontaires étaient recrutés pour une étude sur la mémoire et l'apprentissage. À chaque volontaire, on attribuait le rôle de maître. Dans une autre pièce, hors de vue, se trouvait un élève, un acteur, attaché à une chaise. La tâche du maître était de lire une liste de mots. Si l'élève commettait une erreur, le maître devait lui administrer une décharge électrique. À chaque erreur, la tension augmentait, passant de 15 volts, petite décharge, à 450 volts, une zone marquée par les lettres omineuses XXX et danger, décharge grave. L'élève, l'acteur, suivait un script. À 75 volts, il grognait. À 120, il criait que ça lui faisait mal. À 150, il exigeait de quitter l'expérience. À 330, il cessait de répondre, tombant dans un silence omineux. Dans la salle avec le maître, il n'y avait qu'un seul observateur, un scientifique en blouse de laboratoire, autre uniforme. À mesure que les maîtres, les sujets réels, devenaient nerveux et voulaient arrêter, le scientifique ne les menaçait pas. Il déployait simplement ses aiguillons verbaux dans une escalade calculée. D'abord, une simple demande. « Veuillez continuer ». Si le sujet hésitait, il faisait appel à la science. L'expérience exige que vous continuiez. Si le sujet résistait encore, la demande devenait une ordre. Il est absolument essentiel que vous continuiez. Et si tout le reste échouait, c'était la suppression totale de la volonté. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous devez continuer. Le conflit psychologique fut dévastateur. Les sujets transpiraient, tremblaient, se mordaient la lèvre. Beaucoup riaient hystériquement, une réaction de pur stress. Ils savaient que ce qu'ils faisaient était mal. Ils pouvaient entendre les cris de douleur. Et pourtant, ils ont continué. Avant l'expérience, Milgram a interrogé ses collègues. Il prédisait que seul 1%, la frange psychopathique, irait jusqu'au bout. Le résultat, 65% des personnes. 2 sur 3 citoyens ordinaires ont administré la décharge finale de 450 volts à un homme qui criait pour sa vie, simplement parce qu'un homme en blouse de laboratoire leur avait dit que c'était essentiel. Milgram avait découvert le moteur du génocide. Ce n'est pas la haine, c'est la déférence. C'est la capacité de la psyché humaine
à dissocier la responsabilité, à remettre sa propre conscience à une figure d'autorité, se transformant ainsi d'un agent moral en un simple instrument. Et cela nous mène directement à la banalité du mal. La philosophe Hannah Arendt a couvert le procès d'Adolf Eichmann, l'architecte logistique de l'Holocauste. Elle espérait trouver un monstre, un sadique, un Méphistophélès. Elle n'a rien trouvé de tout cela. Ce qu'il a trouvé était un inconnu, un bureaucrate efficace, un homme médiocre dont la seule compétence notable était l'organisation. Eichmann n'aimait pas les Juifs. Ils étaient insignifiants pour lui. Il était obsédé par les horaires des trains, par les quotas, par l'efficacité de son système d'extermination. Il était fier de bien faire son travail. Eichmann était le sujet de Milgram, qui est allé jusqu'au bout. Son péché n'était pas le sadisme. Son péché était l'obéissance. C'était l'incapacité de penser du point de vue de l'autre. C'était la démission totale de la moralité personnelle au profit des règles du système. Milgram et Eichmann démontrent que le pire mal du monde n'est pas commis par les sadiques qui se rebellent contre le système, mais par les obéissants qui servent le système sans le remettre en question. Nous avons déjà deux parties du baril. Un système qui donne des rôles, Stanford, et une autorité qui donne des ordres, Milgram. Il ne manque plus que le troisième ingrédient, le catalyseur qui fait tout exploser, le groupe. La moralité individuelle est une barrière fragile. La moralité du groupe est une force irrésistible. Lorsque les humains agissent seuls, la responsabilité devient un lourd fardeau sur leurs épaules. Lorsqu'ils agissent en groupe, ce fardeau disparaît, dissous dans la mentalité de la mafia. Le groupthink, ou pensée de groupe, n'est pas seulement être d'accord. C'est un état psychologique où le désir d'harmonie et de conformité au sein du groupe annule l'évaluation réaliste des alternatives. La dissidence devient impossible. Le doute devient une trahison. Et pour que la mafia fonctionne, elle a besoin d'un objectif. Et cet objectif doit être déshumanisé. La déshumanisation est le processus d'éteindre l'empathie. C'est l'acte de se convaincre soi-même que l'autre, le prisonnier, le juif, l'ennemi, n'est pas comme vous. C'est un animal, une peste, un numéro, un concept. Et une fois que l'empathie est éteinte, toutes les atrocités peuvent être commises. Il n'existe pas d'exemple plus sombre de cela dans l'histoire des États-Unis que les lynchages dans le Sud. Regardons les photographies de l'époque. Ce sont les documents les plus terrifiants de l'effet Lucifer. Nous voyons des centaines de personnes. Ce ne sont pas des monstres en robe blanche la nuit. Ce sont toute la ville, en plein jour. Ce sont des hommes bons, pères de famille, diacres de l'église, commerçants, agriculteurs. Ils sourient. Ils se réunissent pour commettre des actes de torture et de meurtre inimaginables. Ils observent comment un homme est castré, brûlé vif et démembré. Et puis, ils posent pour les photos. Ils posent avec leurs jeunes enfants comme s'ils étaient en pique-nique. Ces photos deviennent des cartes postales envoyées par courrier avec des messages comme « Nous sommes ici, à la barbecue ». Comment cela est-il possible? Parce que le groupe leur a donné la permission. La victime avait été déshumanisée par l'idéologie raciste du fût dans lequel il vivait. Et le groupe, agissant comme une seule entité, a créé une nouvelle morale temporaire où le sadisme n'était pas un péché. C'était un acte de justice communautaire. Personne ne se sentait responsable, car tous étaient responsables. Ce mécanisme n'a pas disparu. Il a simplement changé de technologie. Considérons la foule numérique moderne. La annulation, le doxing. La mentalité de la mafia est désormais globale et instantanée. Un individu anonyme, le nouveau uniforme, les nouvelles lunettes de miroir, trouve un ancien tweet. La victime est déshumanisée, réduite à raciste, fasciste, transphobe. Le groupe se forme en quelques minutes. La responsabilité individuelle se dissout. Les personnes qui, dans leur vie réelle, sont aimables, décentes et bonnes, se joignent au lynchage verbal. Elles envoient des menaces de mort. Elles tentent de détruire la vie professionnelle de cette personne. Elles prennent plaisir à l'acte de destruction, car elles le font en toute sécurité dans la tribu. Elles se sentent vertueuses en le faisant. C'est le même mécanisme que le lynchage, sauf qu'il utilise des retweets au lieu de cordes.
L'effet Lucifer en action, chaque jour, dans nos poches. Mais que se passe-t-il lorsque ces trois éléments, le système, l'autorité et le groupe, se réunissent dans le monde réel sous la pression maximale? Les expériences de Zimbardo et Milgram ont été critiquées pour leur artificialité. Mais en 2003, dans l'obscurité d'une prison militaire en Irak, l'effet Lucifer a connu sa graduation la plus effrayante. Bienvenue à Abu Ghraib. Le scénario était un fût pourri, parfait. Une prison chaotique dans une zone de guerre. Les gardes étaient des soldats de réserve de la police militaire, jeunes, mal formés et sans supervision. Les prisonniers étaient l'ennemi, terroriste, insurgé, l'incarnation de la déshumanisation. Et l'autorité, le renseignement militaire, exerçait implicitement une pression sur les gardes pour qu'ils adoucissent les prisonniers lors des interrogatoires. Toutes les pièces étaient en place. Et le résultat fut exactement ce que Zimbardo aurait prévu. Le monde a vu les photographies. Prisonniers nus, cagoulés, empilés en pyramides humaines. Des hommes contraints de simuler des actes sexuels. Et au centre de tout, le sourire de la soldate Lindy England. L'image est infâme. England, une jeune femme de 21 ans d'un petit village de Virginie occidentale, tenant une laisse attachée au cou d'un prisonnier irakien nu, qui est à quatre pattes comme un chien. Elle sourit à la caméra et lève le pouce. Lindy England était-elle une psychopathe? Une pomme pourrie? Non. Son parcours la montrait comme une femme timide, une employée de supermarché qui a rejoint l'armée pour payer ses études universitaires. Lindy England était le John Wayne de Stanford devenu réalité. C'était une personne ordinaire à qui on a donné un pouvoir absolu sur des êtres humains déshumanisés, dans un système sans règles et avec l'approbation tacite de l'autorité. Le baril ne lui a pas seulement permis d'être cruel, il l'a encouragé à l'être. Son sourire n'est pas celui d'une sadique, c'est celui de quelqu'un qui pose pour une photo de fraternité, quelqu'un dont la boussole morale a été si brisée par le système qu'il ne sait plus ce qui est bien ou mal. Même Philippe Zimbardo a été appelé à témoigner en tant qu'expert dans la défense de l'un des gardiens. Il a vu son expérience recréée avec une horreur absolue. Il a écrit « Ce n'était pas quelques pommes pourries. Le tonneau était pourri. » Le système avait créé les monstres dont il avait besoin. Nous avons vu l'effet Lucifer en laboratoire, dans l'histoire et dans la guerre. Il est facile, encore une fois, de tracer une ligne. Je ne serai jamais à Stanford. Je ne suis pas un soldat en zone de guerre. Mais le tonneau n'est pas toujours une prison. Parfois, le tonneau est un bureau. Parfois, c'est une maison. La chute en enfer n'est pas toujours une descente dramatique. Parfois, c'est une série de petites concessions, de petits abus de pouvoir. L'effet Lucifer intime est tout autour de nous. Prenons le rôle de père. Un homme bon aime sa famille, mais il devient père. Soudain, le système change. Il y a du stress, du manque de sommeil. Un bébé qui pleure et ne répond pas à la logique. On lui confie un nouveau rôle, celui qui impose la discipline. Et une nuit, à 3 heures du matin, après des heures de pleurs, l'homme bon se retrouve à crier sur le bébé, un être sans défense. Il ressent une vague de colère qu'il ne reconnaît pas. Pendant une seconde, le père disparaît et le gardien de la prison émerge, frustré par le manque de contrôle. Le système du stress et le rôle de pouvoir ont créé une microchute. Ou considérons l'exemple le plus courant, le petit tyran du bureau. Un collègue est ton ami. Ils plaisantent, déjeunent ensemble. Un jour, ce collègue obtient une petite promotion. Il devient chef d'équipe. On lui donne un nouveau uniforme, peut-être pas littéralement, mais un nouveau titre, un nouveau bureau. Et lentement, il se transforme. Le système de la hiérarchie d'entreprise est le tonneau. Le système récompense l'efficacité, cruauté, et punit la faiblesse, amitié. Le nouveau chef commence à parler en jargon d'entreprise. Il commence à chronométrer les pauses. Il commence à confier le travail sale à ceux qu'il n'aime pas. Ce n'est pas qu'il soit devenu méchant.
c'est qu'il joue le rôle qu'il croit que le système lui impose. Le rôle de chef l'a consumé. Il agit comme un John Wayne en costume. Non pas parce qu'il est sadique, mais parce que le système lui en a donné la permission. Et il est trop faible pour y résister. Si la cage est si puissante, si le système, l'autorité et le groupe sont des forces si écrasantes, sommes-nous tous condamnés à tomber? N'y a-t-il pas d'échappatoire? Il y en a une. Mais l'échappatoire n'est pas celle que nous pensons. Le héros existe. Mais le héros, dans la psychologie de l'effet Lucifer, n'est ni le plus fort, ni le plus intelligent, ni le plus pur. Le héros n'est pas un super-homme. Le héros est simplement le dissident. Regardons à nouveau les expériences. Dans l'étude de Milgram, bien que 65% aient obéi jusqu'à la fin, il y en a eu 35% qui ne l'ont pas fait. Un 35% qui, à un moment donné, peu importe les ordres du scientifique, a regardé la blouse de laboratoire et a dit non. Ceux-ci étaient les héros. Ceux qui, malgré la pression situationnelle immense, ont refusé de déléguer leurs responsabilités. Ils ont accepté le conflit social inconfortable de la désobéissance pour préserver leur propre boussole morale. Ils ont refusé de devenir un instrument. Et le cas le plus clair d'héroïsme en tant que dissidence s'est produit à Stanford. L'expérience n'a pas été arrêtée par les gardes, ni par les prisonniers, ni même par Zimbardo lui-même, qui était aveuglé par son propre pouvoir. Il a été arrêté par une personne extérieure au système. Christina Maslach, une psychologue diplômée et future épouse de Zimbardo, est descendue au sous-sol pour réaliser des entretiens. Ce qu'elle a vu l'a horrifiée. Elle n'a pas vu une expérience. Elle a vu un groupe de garçons torturant d'autres garçons pendant que leur petit ami prenait des notes. Cette nuit-là, elle a confronté Zimbardo. Elle lui a dit « Ce que tu fais est terrible. Tu permets à ces garçons d'être cruels. Tu es devenu un monstre. » Elle a été la seule personne à ne pas être séduite par le pouvoir du rôle d'expérimentateur scientifique. Elle a été la dissidente. Ses pleurs et ses accusations morales ont été le choc qui a finalement réveillé Zimbardo de sa propre autocorruption. Il a vu la prison, pour la première fois, à travers ses yeux. Le lendemain matin, elle a annulé l'expérience. Le héroïsme, par conséquent, n'est pas un acte de force. C'est un acte d'indépendance sociale. C'est la capacité d'être la seule voix dans la salle à dire « c'est mal », en sachant que le groupe se retournera contre vous. C'est la volonté d'être impopulaire, d'être le fouteur de merde, d'être le dissident. Et ainsi, nous arrivons au miroir de Lucifer. La ligne entre le bien et le mal n'est pas un mur fixe et imperméable qui sépare les bonnes personnes des mauvaises personnes. C'est une ligne perméable. C'est une ligne floue qui se redessine constamment, non pas par qui nous sommes, mais par la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le mal n'est rien d'autre que la glorification du pouvoir, l'obéissance aveugle, la déshumanisation de l'autre et la conformité au groupe. L'effet Lucifer est la formule qui transforme la décence humaine en cruauté efficace. L'héroïsme, par conséquent, n'est ni la force, ni la vertu parfaite. L'héroïsme est la dissidence. C'est la responsabilité personnelle. C'est la capacité de voir le tonneau pour ce qu'il est et de refuser de pourrir avec lui. Au final, la question la plus importante que nous laisse la psychologie obscure n'est pas « suis-je une bonne personne ?» C'est une question facile, une question que nous posons dans le confort de notre sécurité. La vraie question, la question effrayante est « quel système, quel uniforme, quel ordre faudrait-il pour que ma bienveillance devienne insignifiante ?»